Mon père m'a jeté dehors. Mes enfants et moi, en plein repas de Noël. Juste après que j'ai dépensé 50 000 € cette année pour empêcher la saisie de leur maison. Il m'a physiquement poussé sur le perron gelé. Mes enfants se blottissaient contre mes jambes, tremblant dans la neige des Alpes. Puis ma mère a ricané en disant que ma sœur, Chloé, méritait d'être là bien plus que moi. Elle m'a claqué la lourde porte en chêne au visage. Ils pensaient que j'étais la freelance en galère qui avait besoin de leur charité. Ils ignoraient que je détenais la dette qui maintenait l'électricité allumée. Alors j'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout annulé. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Avez-vous déjà été poussé à bout par les personnes censées vous protéger? J'ai conduit mes enfants jusqu'à un gîte de location à 15 km, plus bas dans la vallée. Mes mains ne tremblaient pas sur le volant. La panique est un luxe réservé à ceux qui n'ont pas de stratégie, et j'ai fait carrière en ayant une stratégie pour tout. J'ai monté le chauffage jusqu'à ce que l'air brûlant frappe mes jointures gelées. À l'arrière, mon fils a demandé pourquoi papy était si en colère. Je n'avais pas de mensonge rassurant sous la main, alors je lui ai dit que la vérité était compliquée. Contenir la volatilité pour que les actionnaires ne paniquent pas. Alors que les phares perçaient le blizzard, j'ai repensé au récit que mes parents avaient construit autour de moi. Pour Jean-Philippe et Béatrice, j'étais Camille, la freelance qui rame, l'exemple à ne pas suivre. Ils croyaient que je vivais dans un studio étriqué et que je survivais grâce à des petits boulots, payant à peine mon loyer. Ils adoraient cette histoire. Ça les faisait se sentir bienveillants quand ils m'offraient des restes ou critiquaient mes choix de carrière instable. Ils ne savaient rien de l'acquisition. Ils ignoraient que le petit projet de code que j'avais lancé à 20 ans était devenu une firme d'IA logistique évaluée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Je ne les ai jamais corrigés. Le silence est un atout puissant. Il m'a permis de voir qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que je n'avais rien à offrir. Et ce soir, j'ai tout vu. Nous sommes arrivés au gîte. C'était petit, efficace et chaud. Un contraste frappant avec les courants d'air de musée du manoir familial dont je venais d'être exilée. J'ai installé les enfants avec un chocolat chaud et un film. Leur résilience me brisant le cœur d'une manière que la cruauté de leur grand-père ne pourrait jamais égaler. Une fois distrait, je suis allée dans la petite cuisine et j'ai ouvert mon Mac. Je ne cherchais pas un hôtel ou un billet de train, je regardais mon portail bancaire. C'était là, en pixels noirs sur fond blanc. Un virement de 50 000 €. Statut, exécuté. J'ai fixé le chiffre. Il y a 2 semaines, j'avais reçu une notification indiquant que le Trésor public allait saisir le domaine de mes parents pour impayés de taxes foncières et arriérés hypothécaires. Ils étaient à quelques jours de tout perdre. Mes parents, les grands intellectuels, étaient des analphabètes financiers, noyés sous l'entretien d'un héritage qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. Je ne leur avais rien dit, je n'avais pas demandé de gratitude. J'avais simplement viré l'argent à l'huissier, effaçant la dette anonymement. J'avais littéralement acheté le toit au-dessus de leur tête. Et en retour, ils m'avaient jeté dans la neige parce que ma présence perturbait leur esthétique. J'ai fermé l'ordinateur. L'écran est devenu noir, reflétant mon visage. Je ressemblais à un investisseur réalisant qu'il injectait du capital dans une entreprise en faillite. J'avais passé des années à essayer de gagner ma place dans leur cœur par une compétence silencieuse. Mais tout ce que j'avais fait, c'était subventionner leur abus. Je n'étais pas leur fille ce soir. J'étais la liquidité dont ils ignoraient avoir besoin. Et j'en avais fini d'être l'associée silencieuse. Installée dans le silence du gîte, les enfants enfin endormis dans les lits superposés, je me suis autorisée un moment de curiosité morbide. J'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé de notifications. Des dizaines. Me taguant, m'envoyant des liens. On ne me demandait pas si on était en sécurité dans la tempête. On m'envoyait un lien. J'ai cliqué. TikTok s'est ouvert. C'était ma sœur, Chloé. La ring light se reflétait, dans ses yeux embués de larmes. Elle portait un pull en cachemire que je savais louer, assise devant la cheminée du salon de mes parents, la même pièce dont on m'avait banni quelques heures plus tôt. La légende disait « Un miracle de Noël. Je sauve l'héritage familial. » J'ai regardé, transpercée par la performance. Je ne voulais pas partager ça. Chuchotait Chloé à la caméra, essuyant une larme parfaitement placée. Mais l'année a été si dure. Mes parents, ils ont failli tout perdre. Ce domaine historique est dans notre famille depuis des générations. Et les impôts allaient nous le prendre. Elle fit une pause pour l'effet dramatique,
regardant hors champ comme submergée par l'émotion. Alors j'ai fait ce que je devais faire. A-t-elle continué, la voix tremblante. J'ai vidé mes économies. J'ai vendu mes placements. J'ai viré 50 000 € ce matin. J'ai sauvé la maison. Parce que c'est ça. La famille. On se sacrifie. La vidéo coupait sur un montage de ma mère la serrant dans ses bras, mon père portant un toast avec des verres en cristal remplis de grands crus. Les commentaires étaient une cascade d'éloges. « Tu es un ange, Chloé. La meilleure fille du monde. » Je pleure. « Tu es si altruiste. » J'ai posé le téléphone sur la table en bois brut. La colère ne m'a pas frappée comme une vague. Elle s'est installée comme du givre. Mes parents savaient. Ils savaient que Chloé n'avait pas 50 000 €. Ils savaient qu'elle croulait sous les dettes de cartes de crédit pour maintenir sa façade d'influenceuse. Ils savaient exactement d'où venait ce virement, car le notaire avait confirmé le reçu avec mon nom dessus. Ils savaient que je les avais sauvés. Et pourtant, ils étaient assis là, buvant du vin, laissant Chloé s'attribuer le mérite pendant que j'étais dans un gîte de location à 15 kilomètres. Pendant des années, j'avais analysé notre dynamique familiale comme une ligne de code buggée, cherchant l'erreur de syntaxe qui les poussait à me détester. Pourquoi Chloé, l'élément chaotique, était-elle vénérée, alors que moi, le système de support stable, était traité comme un virus? Ce soir, le code a enfin compilé. J'ai réalisé que je regardais le problème sous le mauvais angle. Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question d'approvisionnement. C'est le paradoxe de l'enfant roi. J'ai compris à cet instant qu'il n'aimait pas vraiment Chloé, il la consumait. Pour Jean-Philippe et Béatrice, les enfants n'étaient pas des personnes. C'étaient des accessoires. Chloé était docile. Elle était dépendante. Elle était un désastre qui nécessitait constamment leur intervention, ce qui les faisait se sentir puissants et nécessaires. Elle était une coquille vide qu'ils pouvaient remplir avec leur propre ego. Une décoration à accrocher au sapin familial pour refléter leur propre bienveillance. J'étais différente. J'étais autonome. Je résolvais mes propres problèmes. Je construisais ma propre richesse. Je n'avais pas besoin d'eux. Et pour un narcissique, l'autonomie ressemble à un abandon. Je n'étais pas une décoration. J'étais un miroir. Quand il me regardait, il ne voyait pas une fille. Il voyait un reflet haute définition de leur propre incompétence qui les fixait. Il me détestait non pas parce que j'étais un échec, mais parce que j'étais la preuve qu'il n'était pas nécessaire. Bien sûr qu'il jouait le jeu du mensonge de Chloé. Le mensonge les servait. Il gardait le récit intact. La belle-fille dépendante sauve la mise, renforçant le lien familial, tandis que la fille froide et indépendante est jetée dans la neige, confirmant son rôle de méchante. C'était une boucle de délire parfaite et fermée. J'ai regardé à nouveau le téléphone. La vidéo avait atteint 200 000 vues. Ma mère avait commenté. « Nous sommes tellement bénis d'avoir une fille qui comprend le vrai sens du sacrifice. Nous t'aimons, Chloé. » Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas signalé la vidéo. Je n'ai pas réagi. J'ai réalisé alors que mes parents n'étaient pas victimes de la tromperie de Chloé. Ils étaient co-conspirateurs. Ils nous triangulaient activement, utilisant le faux succès de Chloé pour démolir mon estime de moi, s'assurant que je continuerais à m'efforcer, à payer, à essayer d'acheter mon retour dans la famille. Ils pensaient que cette vidéo était leur tour d'honneur. Ils ne réalisaient pas que c'était une preuve. J'ai fait une capture d'écran, puis j'ai rouvert mon ordinateur. S'ils voulaient jouer à la dinette avec les finances, j'allais leur présenter la réalité d'un audit forensique. Le lendemain matin, le lever du soleil sur les montagnes n'a pas apporté de chaleur. Il a apporté une notification. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était un SMS de ma mère, Béatrice. Je l'ai pris, espérant peu, être une once de remords. Peu, être que l'alcool s'était dissipé. Peu, être que la réalité d'avoir viré sa fille dans un blizzard avait enfin pénétré son obsession des convenances. J'avais tort. « Camille, » disait le texto. « J'espère que tu es contente. Ta sortie dramatique a ruiné l'esthétique de la soirée. Et honnêtement, ces cadeaux pratiques que tu as apportés étaient insultants. Des pneus neige, une machine à café. Chloé nous a offert un abonnement Grand Cru et un week-end à Paris. La prochaine fois, essaie de t'adapter au ton de l'occasion. Tu dois des excuses à ta sœur pour l'avoir stressée. » J'ai fixé l'écran. L'audace était à couper le souffle. Le week-end à Paris était un bon cadeau que Chloé avait imprimé sur Internet. Elle n'avait pas le plafond de carte bleue pour réserver un vol. L'abonnement 20 était probablement un essai gratuit. Mes cadeaux,
des pneus neige haut de gamme pour leur SUV vieillissant et une machine à expresso de qualité commerciale étaient des choses dont ils avaient réellement besoin. Des choses que j'avais payées cash, mais c'était ça le problème, n'est-ce pas? Mon amour était utilitaire. L'amour de Chloé était une performance. Et il préférait le spectacle. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas jeté le téléphone. J'ai senti un déclic dans ma poitrine, comme un disjoncteur qui saute pour sauver le reste de la maison d'un incendie électrique. La partie de moi qui était une fille, la partie qui avait soif de leur approbation, qui voulait être assez bien, s'est finalement éteinte. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai sorti un fichier nommé « Le Grand Livre ». Ce n'était pas une métaphore. C'était un tableau Excel littéral. Pendant des années, chaque fois que je réglais une facture, virais du cash pour une urgence ou remboursais une des crises maniaques de Chloé, je l'avais consigné. Pas par malice, mais par habitude d'hygiène de données. Je traçais tout. J'ai fait défiler les colonnes. 2018, 15 000 € pour la réfection du toit, en ardoise du manoir. 2019, 8 200 € pour rembourser la carte de crédit de Chloé quand elle l'a accidentellement plafonnée lors d'un voyage de branding. 2020, 12 000 € pour l'opportunité d'investissement de mon père qui s'est avérée être une pyramide de Ponzi. 2021, 50 000 € hier pour stopper la saisie fiscale. J'ai surligné les cellules. J'ai lancé la fonction somme. Le total était stupéfiant. C'était assez pour acheter un appartement comptant. Assez pour financer l'amorçage d'une start-up. J'ai regardé ce chiffre. Et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme de la générosité. Je l'ai vu comme le prix d'entrée. C'est le biais des coûts irrécupérables en actions. J'avais injecté du capital dans une relation qui avait un retour sur investissement nul, convaincu que si je payais juste un peu plus, travaillais un peu plus dur, il finirait par verser un dividende d'amour. Mais les gens comme Jean-Philippe et Béatrice ne versent pas de dividendes. Ils diluent simplement vos parts jusqu'à ce que vous ne possédiez plus rien. J'avais acheté un siège à une table où j'étais le plat principal. J'ai fermé le tableau. Je n'étais plus leur enfant. À cet instant, j'ai reclassifié ma famille. Ils n'étaient plus papa et maman. Ils étaient un actif non performant, un passif qui devait être liquidé de mon portefeuille. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marc, mon avocat d'affaires. C'était un jour férié, mais Marc répond à mes appels car je paie ses honoraires à temps. « Camille » a-t-il répondu, surpris. « Joyeux Noël. Tout va bien? J'ai besoin que tu lances une acquisition, » ai-je dit. Ma voix était plate, dénuée du tremblement de la veille. « Un jour férié? On achète quoi? » « Non, » ai-je dit. « De l'immobilier. Le domaine de mes parents. Le règlement fiscal que j'ai fait hier a seulement stoppé la saisie immédiate. L'hypothèque est toujours en défaut. La banque va le mettre aux enchères en janvier. » Marc marqua une pause. « Tu veux régulariser l'hypothèque? » « Non, » ai-je répondu. « Je veux racheter la créance. Je veux détenir le titre de propriété. Je veux que tu montes une SCI écran. Quelque chose de générique. Comme Alps Patrimoine. Je veux assister à la vente aux enchères. Et je veux acheter la propriété cash. »« Camille, » dit Marc, son ton passant d'avocat à ami. « Si tu fais ça, tu deviens leur propriétaire. Tu détiens les clés de leur vie. C'est l'option nucléaire. Astérisque. » J'ai regardé par la fenêtre du chalet. La neige était aveuglante, recouvrant tout d'une couverture propre et froide. Ils m'ont jeté dans la neige, Marc. Ils m'ont dit que je n'avais pas ma place dans cette maison. Je vais juste rendre ça officiel. « D'accord, » a dit Marc. « Je prépare les papiers. On sera prêt pour l'adjudication. » J'ai raccroché. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais efficace. Ce n'était pas une vengeance. C'était une prise de contrôle hostile. La semaine entre Noël et la vente aux enchères ne s'est pas passée dans une attente anxieuse. Elle s'est passée en due diligence. J'ai traité l'acquisition du domaine de mes parents comme n'importe quelle autre fusion d'entreprise. J'ai commandé une recherche de titres, une vérification des privilèges et un audit comptable complet de toute entité financière liée à l'adresse. Je voulais savoir exactement ce que j'achetais. Je ne m'attendais pas à trouver une scène de crime. 3 jours avant la vente, j'étais en visio sécurisée avec Marc et un expert comptable forensique nommé Antoine. Antoine est le genre d'homme qui regarde des chiffres et voit des fantômes. Il ne fait pas la conversation. « Camille » a dit Antoine en partageant son écran.
Nous avons trouvé une anomalie dans les données historiques liées à ton numéro de sécurité sociale. Ça concerne un compte de garde, un portefeuille d'actions établi par un certain Henry van der Hoeven en 1995. Asterisk. Mon grand-père, ai-je dit. Il a laissé ça pour mes études. Mais ça a été anéanti lors du krach de 2008. Mon père m'a montré les relevés. Le marché a tout pris. Astérisque. Le marché n'a rien pris, a dit Antoine, sa voix dénuée d'émotion. Le compte a été liquidé intégralement le 12 septembre 2008. 2 semaines avant que le krach n'accélère, j'ai fixé l'écran. Un PDF est apparu. C'était un formulaire d'ordre de virement pour 100 000 €. Ça a été encaissé ? Ai-je demandé, l'air quittant mes poumons. Oui. Et voici la signature. Antoine a zoomé. Là, sur la ligne du bas, il y avait mon nom. Camille van der Hoeven. J'ai regardé l'encre. J'avais 10 à 8 ans en 2008. Je me souvenais de ma signature à l'époque, brouillonne, pressée, pleine de boucles. Cette signature était serrée, anguleuse, précise. Elle avait l'inclinaison distincte et prétentieuse d'un stylo-plume de calligraphie. C'était l'écriture de ma mère. C'est un faux, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cuivre. Béatrice a signé. On a tracé les fonds, ajouta Marc en intervenant. Ils n'ont pas servi à sauver la maison ou payer des factures. La totalité a été transférée à une entité commerciale enregistrée la même semaine. Chloé Luxe Designs. Chloé. La pièce a tourné, mais je l'ai forcée à s'arrêter. Je me suis souvenue de cette année-là. Chloé avait 15 ans, décidant qu'elle allait devenir créatrice de mode. Elle avait lancé une boutique qui a fait faillite en 6 mois parce qu'elle avait dépensé tout le capital en soirée de lancement et rien en produit. Mon fonds d'études. Mon filet de sécurité. L'argent que mon grand-père destinait à ma liberté. Il ne s'était pas évaporé dans une crise économique mondiale. Il avait été volé pour financer le projet vaniteux d'une adolescente. Pendant 14 ans, j'avais cru leurs mensonges. J'avais cumulé 3 boulots à la fac, sauté des repas, pris des prêts étudiants, croyant que nous étions tous victimes d'une mauvaise économie. Je m'étais sentie coupable de ne pas pouvoir les aider davantage. Pendant tout ce temps, ils avaient un détournement de fonds assis sur leur compte en banque. Ça change la classification du conflit, dit doucement Marc. Ce n'est plus une dispute familiale, Camille. C'est du vol aggravé et faux en écriture. La prescription pourrait être délicate vu les délais. Mais le levier moral, il est absolu. Ils t'ont volé une somme à 6 chiffres. J'ai regardé la signature falsifiée à nouveau. Je n'ai pas senti la piqûre de la trahison cette fois. Cette partie de moi était morte. À la place, j'ai senti le clic froid et dur d'une arme qu'on charge. Ils ne m'avaient pas seulement négligé. Ils avaient cannibalisé mon avenir pour nourrir l'ego de Chloé. Ils avaient regardé mon potentiel et décidé qu'il avait moins de valeur que le passe-temps de Chloé. « Tu veux déposer plainte ?» demanda Marc. « Non, ai-je dit. Pas encore. Une plainte leur donne une chance de jouer les victimes, de pleurer devant un jury sur les temps difficiles. Je ne les veux pas en prison, Marc. J'ai regardé la date de la vente aux enchères sur mon calendrier. Je les veux ruinés. Je veux qu'ils sachent que la fille qu'ils ont volée est celle qui détient le titre de propriété de leur abri. Ajoute ce document au dossier de clôture. Quand j'entrerai dans cette maison, je veux que la preuve de leur vol soit posée juste à côté de l'avis d'expulsion. Compris, dit Marc. J'ai fermé l'ordinateur. Le vol était la variable finale de l'équation. Ça validait tout. Acheter la maison n'était pas cruel. C'était simplement du recouvrement d'actifs. La vente aux enchères a eu lieu un mardi matin. Je suis restée dans mon bureau à domicile, 3 écrans bourdonnants, un tunnel VPN sécurisé me connectant au portail des enchères. J'étais l'enchérisseur 473. Mon entité était listée sous foi Alpes Patrimoine SCI. Sur l'écran de gauche, j'avais un flux en direct des caméras de sécurité que j'avais installées au domaine il y a des années. Officiellement pour leur sécurité, en réalité pour ma tranquillité d'esprit. Je regardais mes parents. Ils étaient frénétiques. C'était une étude du chaos. Jean-Philippe jetait des livres dans des cartons, avec une violence qui suggérait qu'il blâmait les auteurs pour sa faillite. Béatrice errait dans le salon, enveloppant sa collection de figurines en porcelaine dans du papier journal, en pleurant. Chloé était introuvable. Elle se cachait probablement dans sa chambre, évitant la réalité que sa vidéo Miracle de Noël n'avait pas réellement payé le capital de l'hypothèque. Ils pensaient que la banque venait verrouiller les portes à midi. Ils étaient terrifiés. Ils étaient sur le point d'être sans abri.
et ils avaient brûlé le seul pont menant à la sécurité quand ils m'avaient claqué la porte au nez. Sur l'écran central, les enchères ont ouvert. La mise à prix était la dette restante. 480 000 euros. Un promoteur parisien a misé 490 000. Un marchand de biens de Lyon a misé 500 000. J'ai attendu. Je les ai laissés s'affronter. J'ai laissé le prix grimper, centimètre par centimètre douloureux. Je voulais m'assurer que la banque soit remboursée, oui, mais surtout, je voulais m'assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la valeur de cet actif. Quand les enchères ont calé à 540 000 euros, j'ai tapé mon chiffre. 550 000 euros. L'écran s'est figé. Le compte à rebours a défilé. Une fois. 2 fois. Adjugé. Je me suis adossée à ma chaise. Je n'ai pas ressenti de montée d'adrénaline. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti la satisfaction froide d'une équation équilibrée. La maison n'était plus à eux. Elle n'était pas à la banque. Elle était à moi. J'ai imprimé la confirmation de vente et l'acte provisoire. Je les ai mis dans une enveloppe Kraft impeccable. Puis, j'ai pris mes clés. Le trajet jusqu'au domaine a pris 40 minutes. La neige de Noël s'était transformée en gadoue grise. Sale et sans romantisme. Quand je me suis garée dans l'allée circulaire, la scène était pathétique. Un camion de déménagement, le moins cher disponible, tournait au ralenti près du perron. Je suis sortie de ma voiture. Mon père, Jean-Philippe, est sorti par la porte d'entrée portant un carton de ses revues académiques. Quand il m'a vue, il a lâché le carton. Il a frappé le pavé humide avec un bruit sourd. « Toi » a-t-il craché. La peur dans ses yeux s'est instantanément durcie en rage. « Tu as du culot de montrer ton visage ici. » Ma mère est apparue derrière lui, serrant un vase en céramique. « Sors d'ici, Camille. N'en as-tu pas fait assez? Tu nous as abandonnés. On perd la maison parce que tu as refusé d'aider. » Le gaslighting était réflexe. Même pendant que le navire coulait, ils blâmaient le passager qu'ils avaient jeté par-dessus bord. « Je ne vous ai pas abandonné, ai-je dit. » Ma voix était calme, tranchant l'air hivernal comme un rasoir. « Et vous ne perdez pas la maison au profit de la banque. Dégage de ma propriété !» a hurlé Jean-Philippe en s'avançant vers moi, le visage violacé. « J'appelle la police. C'est une violation de domicile. Je te ferai arrêter devant tes enfants s'il le faut. Mes enfants ne sont pas là, ai-je dit. Et je ne viole aucun domicile. » J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. Je ne la lui ai pas jetée. Je l'ai tendue, stable et immobile. Les sœurs. Jean-Philippe a arraché l'enveloppe, les mains tremblantes de fureur. Il l'a déchirée. Il a sorti l'acte. J'ai regardé ses yeux scanner l'entête. Titre officiel de transfert de propriété. Propriétaire enregistré, Alpes Patrimoine SCI. C'est quoi ça? Une société a acheté. Tourne la page, ai-je dit. Regarde le signataire de la SCI. Il a tourné la page. Il s'est figé. Il a fixé la ligne de signature. Puis il m'a regardé. La couleur a quitté son visage si vite qu'il ressemblait à un cadavre. Il a tendu le papier à ma mère. Elle l'a lu et a laissé échapper un son qui n'était pas tout à fait un cri. C'était le son d'une vision du monde qui se brise. « Toi » a-t-elle chuchoté. « J'ai racheté la dette. » ai-je dit. « J'ai racheté la créance. Et il y a 10 minutes, j'ai acheté le titre. Je possède le toit, les murs, le sol sur lequel vous vous tenez, et le portail dont vous avez essayé de me barrer l'accès. » J'ai fait un pas en avant. Pour la première fois de ma vie, je les dominais. Je ne viole aucun domicile, Jean-Philippe. Je suis la propriétaire. Le silence dans l'allée était absolu. Même le vent d'hiver semblait retenir son souffle. Jean-Philippe et Béatrice me fixaient, puis regardaient l'acte dans les mains de ma mère, puis me regardaient à nouveau. Ils ressemblaient à des statues sculptées dans la glace, figées dans un moment d'incompréhension. Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte alors, attirée par le vacarme. Elle portait un peignoir en soie, les cheveux enveloppés dans une serviette, inconsciente du fait que sa vie soigneusement mise en scène venait de s'évaporer. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle lancé. L'agacement dans la voix. « Pourquoi il y a un camion de déménagement ?»« Maman ? Papa ?» Elle m'a vue. Ses yeux se sont plissés. « Camille, qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais qu'on avait été clair sur le fait que tu n'étais pas la bienvenue. » Je l'ai regardée. Elle se tenait sur le seuil de la maison qu'elle prétendait avoir sauvée, irradiant de prétention. « Tu as raison, » ai-je dit. « Je n'étais pas la bienvenue. Alors j'ai acheté le paillasson, et la porte, et la maison qui va avec. » De quoi elle parle ?
a exigé Chloé, regardant nos parents. Jean-Philippe n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Il fixait encore la signature sur le document de la SCI, son esprit parcourant probablement les implications juridiques d'une fille qu'il avait sous-estimée pendant 32 ans. Béatrice a finalement parlé. Sa voix était fine, tremblante. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste acheter notre maison. Elle n'est pas à vendre. Elle était à vendre. Ai-je corrigé? Aux enchères publiques. Parce que vous n'avez pas payé l'hypothèque depuis 8 mois, et parce que le miracle de Noël de Chloé était un mensonge. Je me suis tournée vers Chloé. Le notaire a confirmé que le virement venait de mon compte, Chloé. Pas du tien. Tu n'as rien sauvé du tout. Tu as juste volé le mérite. Chloé a rougi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. J'allais te rembourser. J'avais juste besoin du contenu pour mon partenariat. J'ai des sponsors qui regardent. Et tu n'as pas de sponsor, ai-je dit. Tu as des dettes. Et maintenant tu as une propriétaire. J'ai sorti le deuxième document de mon sac. Le contrat de bail. C'était strict. C'était professionnel. C'était en béton. Voici vos options, ai-je dit. Ma voix portant clairement à travers l'allée. Option A. Vous montez dans ce camion de déménagement tout de suite. Vous partez. Vous trouvez un hôtel, un foyer ou un ami qui vous accueillera. Je change les serrures dans 1 heure. J'ai fait une pause. Ils ont regardé le camion bon marché, puis les piles de carton, puis la neige. Ils n'avaient nulle part où aller. C'étaient des gens mous, habitués au confort, terrifiés par la froide réalité du monde dont ils s'étaient protégés. Option B. Ai-je continué? Vous signez ce bail. Vous pouvez rester. Mais les conditions ont changé. On signe, a dit Jean-Philippe rapidement, le désespoir faisant craquer sa voix. On paiera un loyer. Tout ce que tu veux. Oh, vous paierez un loyer, ai-je dit, au prix du marché. Mais vous ne vivrez pas dans la maison principale. J'ai pointé les fenêtres du haut, la suite parentale, les chambres d'amis où Chloé filmait son contenu. La maison principale a déjà été louée, ai-je dit. À un locataire solvable. Un locataire vérifié. Il emménage demain. Asterisk. Quoi? A hurlé Béatrice. Qui? Un étranger? Dans notre maison? C'est ma maison, lui ai-je rappelé. Et oui, il s'appelle Bastien. C'est un sculpteur cinétique. Il travaille le métal industriel et les outils électriques. Il joue aussi de la batterie. Il cherche un espace avec une bonne acoustique et aucun jugement. Je lui ai fait un tarif très favorable, à condition qu'il exprime pleinement sa vision artistique à toute heure. L'horreur sur leur visage était viscérale. Jean-Philippe, l'universitaire retraité qui avait besoin d'un silence absolu pour ses recherches. Béatrice, qui voyait le bruit comme une faillite morale. Chloé, dont toute la marque reposait sur un décor calme et esthétique. Tu ne peux pas être sérieuse, a haleté Chloé. Je le suis, ai-je dit. Si vous voulez rester sur la propriété, vous pouvez louer les quartiers des domestiques. Le pavillon de gardien au fond, 2 chambres, une salle de bain. Cosy. Efficace. Vous tiendrez tous si vous réduisez votre train de vie. J'ai tendu le stylo. Le pavillon? A chuchoté Béatrice. C'est pour les domestiques. C'est un abri, ai-je dit. Ce qui est plus que ce que vous m'avez offert la veille de Noël. J'ai regardé ma montre. Vous avez 5 minutes pour décider. Bastien arrive à 8 heures demain matin avec son équipement de soudure. Ils se sont regardés. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant. Ils ont réalisé, enfin, que la hiérarchie s'était inversée. L'enfant roi était fauché. Les parents étaient ruinés. Et le mouton noir détenait l'acte de propriété. Jean-Philippe a pris le stylo. Sa main tremblait. Il ne m'a pas regardé. Il a signé le bail. Béatrice a signé ensuite, pleurant silencieusement. Chloé a refusé d'y toucher, repartant en trombe à l'intérieur pour emballer ses produits de soins essentiels, réalisant probablement que le pavillon de gardien n'avait pas l'éclairage pour un tuto maquillage. J'ai repris le bail. J'ai vérifié les signatures. Valide. Le loyer est dû le 1er. Ai-je dit. Ne soyez pas en retard. J'expulse. Le 5. J'ai marché vers ma voiture. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. C'était une belle bâtisse, historique et grandiose. Mais alors que je m'éloignais, la regardant rétrécir dans le rétroviseur, j'ai réalisé quelque chose de profond. Cette maison n'était pas un foyer. C'était juste de l'immobilier. C'était du bois, de la pierre
et de l'héritage. Mais c'était froid. Un foyer n'est pas un endroit dont on hérite. Ce n'est pas un endroit qu'on achète pour impressionner les gens. Un foyer, c'est la sécurité qu'on construit. C'est la chaleur qu'on crée pour les gens qui nous aiment vraiment. Je suis retournée au gîte, vers mes enfants. Ils m'attendaient. Nous allions trouver une nouvelle maison, un vrai foyer. Quelque part loin du manoir et de ses fantômes. J'avais acheté la maison non pas pour y vivre, mais pour démanteler l'arme qu'ils utilisaient contre moi. Je les avais désarmés. Et maintenant, enfin, j'étais libre. Si vous avez déjà dû construire votre propre sanctuaire pour échapper aux gens qui auraient dû être votre sécurité, partagez cette vidéo. Vous n'êtes pas seul.